Ce carrefour commercial était également relié au nord de l'Europe, dans les Flandres, par des routes menant jusqu'au port commerçant avec l'Angleterre, où le pain d'épices continue son parcours en étant particulièrement apprécié par une comtesse de Flandre qui s'appelait Marguerite. Elle aimait particulièrement ce qu'on appelait alors le boichet, un ancêtre du pain d'épices à base de farine de froment et de miel blanc. Et cette comtesse, avec qui elle va se marier? Eh ben avec Philippe le Hardi, qui est le premier duc de Bourgogne de la famille des Valois, qui va créer l'âge d'or du duché de Bourgogne, en annexant notamment par alliance le territoire de sa femme, à savoir la Flandre. C'est lui aussi qui développa la renommée du pinard de Bourgogne, mais si vous voulez en savoir plus sur lui, voilà le lien de l'épisode. C'est donc la femme du duc de Bourgogne, Marguerite, qui fit connaître le pain d'épices à Dijon. Le pain d'épices va ensuite évoluer à la fin du XVe avec une variante utilisant de la farine de millet et appelée pain de Gaulderie, qui supplanta le boichet et qui se maintiendra jusqu'au XVIIIe. La première mention connue de pain d'épices à Dijon remonte à une ordonnance d'Henri IV, concernant le statut des pâtissiers de la ville. En effet, les marchands de cette époque avaient eu la bonne idée de se regrouper en corporations pour mieux faire valoir leurs intérêts. Pour l'anecdote, il y avait alors 7 grands corps de marchands. La draperie, pour les métiers du textile, la mercerie, pour les métiers du négoce de marchandises, la pelleterie, pour les métiers du cuir, la bonnetterie, qui regroupe les métiers de l'habillement, l'orfèvrerie, qui regroupe les métiers des métaux et des pierres précieuses, les marchands de vin, et enfin l'épicerie, qui regroupe les métiers de l'alimentation, dont ceux qui nous intéressent. Il faut attendre 1711 pour trouver la mention d'un pain d'épicier à Dijon, mais c'est Barnabé Boittier qui lancera vraiment la fabrication du pain d'épices dans la cité des Ducs et qui prospérera au moment de la Révolution et de l'Empire. Pourquoi pendant la Révolution et surtout pendant l'Empire? Eh bien parce que les armées de Napoléon avaient dans leur ration du pain d'épices, qui se conservait toujours aussi parfaitement tout en étant toujours très énergétique. En Russie, ça avait même l'avantage de ne pas geler tellement celui-ci était sec. Après, le fait que le pain d'épices soit ultra sec, ça le rendait aussi dur comme de la pierre, à tel point qu'on raconte que les soldats devaient le briser à grands coups de crosse de leur fusil. Et pour info, le problème de la conservation des rations de l'armée, qui se posait toujours pour tout le reste des denrées, fut solutionné par Napoléon qui avait lancé un concours pour solutionner ce problème, menant à la création de la conserve. L'affaire de Barnabé Boittier tourne donc bien et elle est reprise en 1838 par un certain Louis Mulot, puis par son fils. En 1901, elle passe dans les mains du gendre de ce dernier, Auguste Petitjean, qui fonde la très réputée Maison Mulot et Petitjean. Le pain d'épices de Dijon se caractérise par sa pâte mère pétrie de farine de froment, de miel et de sucre qui repose 2 semaines avant de recevoir des jaunes d'œufs, le levain et les arômes, particulièrement l'anis. Le tout veillant au faible taux de matière grasse inférieur à 3%. Au XIXe siècle, avec le développement de l'industrialisation, d'autres fabriques de pain d'épices apparaissent. En 1911 à Dijon, ce sont 12 fabriques qui emploient 170 personnes et qui produisent 3 tonnes de pain d'épices par jour. Quand vient la Première Guerre mondiale, c'est une autre fabrique de pain d'épices, la maison Filbé, qui se développe en fournissant le dessert de base des soldats. Elle comptera jusqu'à 100 employés. Il faut dire qu'à Dijon, en ce temps-là, on produisait pas mal de tout type de gâteaux, notamment les biscuits Pernod, rien à voir avec Jean-Pierre. Ah non, pas Jean-Pierre Pernod, ah non, pas Jean-Pierre Pernod, il est pas là Jean-Pierre Pernod. Qui, elle aussi, fabriquait les desserts des soldats de la Première Guerre mondiale. Et qui, à elle seule, plaça Dijon à la 3e place de la biscuiterie industrielle française en 1919. En 1940, à Dijon, c'est 14 usines de pain d'épices qui occupent 300 ouvriers et produisent 25 tonnes par jour. Après une chute pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de pain d'épices culmine en 1956 avec 4500 tonnes. Il faut avoir de l'appétit, hein? Puis, c'est l'industrie alimentaire à grande échelle qui restructure le secteur, provoquant la fermeture des fabriques.
tant pis pour la qualité. Tout ce qui compte, c'est que tout le monde puisse avoir les moyens de manger du pain d'épices, de le mettre à portée de chacun. Ainsi, dans les années 50, les 2 dernières grandes fabriques de pain d'épices restantes de Dijon et de Besançon fusionnent avant d'être absorbées en 1982 par Danone. Puis la branche sera revendue à Lu avec la marque Prosper. Aujourd'hui, ce pain d'épices industriel est fabriqué sous la marque Vandamme et appartient à l'immense groupe américain Kraft Food, qui, pour info, possède entre autres Côte d'Or, Milka, Toblerone, Prince, Oreo, Carte Noire, Café Grand-Mère, Café Maxwell et Lu. Mais si vous voulez un vestige de l'âge d'or du pain d'épices dijonnais, il subsiste encore aujourd'hui une dernière, une ultime fabrique artisanale de pain d'épices à Dijon, Mulot et Petit-Jean. Voilà pour l'histoire du pain d'épices. Un petit bonus maintenant. Au Moyen-Âge fut inventé un petit gâteau à base de pain d'épices fourré de marmelade, d'orange et légèrement nappé de miel, fait par les nonnes dans leur monastère. Ce gâteau, c'est la nonnette. À la base, ça vient de Reims. Il faut dire que la ville était la plus réputée de France pour la qualité de son miel. La recette a été reprise à Dijon où on y a mis du cassis et un glaçage fait de sirop de fruits de miel. Et si vous voulez le top du top, il y a le glacé mince. Des bâtonnets de pain d'épices qui, au Moyen-Âge, étaient recouverts d'une fine couche du meilleur miel, c'est-à-dire de sa couche la plus raffinée qui se forme à sa surface. Ce miel donnant un aspect brillant au bâtonnet de pain d'épices, doux, glacé et mince pour l'épaisseur de la couche de miel qui était très fine. Après, il y a le pain d'épices de Pologne, de Croatie, d'Allemagne, sans parler de tout ce qu'il y a autour par rapport au marché de Noël, au conte avec Hansel et Gretel, tout ça. Mais moi je suis de Dijon, alors j'invite les gens d'Alsace, etc. à parler à leur tour de leur spécialité locale s'ils veulent la mettre en avant. De mon côté, j'ai fait ma part pour ce qui est de mon coin.